Chapitre 13. La danse de Gengis Khan. De l'autre côté du lagon, les milliers de cocotiers de la plantation Japy se penchaient sur les eaux verts et jaunes du lagon, dans cette attitude inconsolable et figée, qui rappelait à Khan toutes les piétas et toutes les pleureuses des cœurs antiques, entourant l'île d'une tristesse qui s'accentuait encore à l'heure des ombres. Il est vrai que Khan avait depuis longtemps et irrémédiablement atteint ce degré de conscience historique, où un regard jeté sur les fissures d'un rocher recompose soudain, et comme à notre insu, les lignes d'une carte du Vietnam, ou de toute l'Asie. Si bien qu'il ne pouvait plus lever les yeux vers la lune, sans y découvrir aussitôt le visage de Mao Tse-tung. La maison, bâtie par un architecte suisse, était entourée de pelouses admirablement entretenues, chose rarissime à Tahiti. Le gazon commençait presque au bord du lagon, par un véritable exploit de jardinage. Au milieu de cette verdure exemplaire, un homme d'aspect distingué se tenait assis sur une chaise longue, le cœur manifestement en paix, en train de repaître ses yeux d'infini. Khan se léchait les babines. Il croyait avoir fui assez loin. Ce salaud-là, au bout du monde, il allait lui montrer qu'il n'y avait plus d'évasion possible. Un jardinier était occupé à arroser les fleurs. C'était un certain dit Popol, qui connaissait Khan, et eut immédiatement ce réflexe de défense que tous ceux qui avaient déjà eu affaire à lui manifestaient spontanément. Il jeta son tuyau d'arrosage et se précipita à sa rencontre. « Dis donc, Con, qu'est-ce que tu viens foutre ici, à poil ?»« Ce type-là veut m'acheter un tableau. »« Bon, mais fais pas le con. » Con se dirigea vers sa proie, en s'exerçant à une série de tics nerveux intéressants. Pas trop fort, juste ce qu'il fallait pour faire vrai et inspirer confiance. Il opta pour un spasme de l'épaule droite, avec tic simultané de l'œil droit et du coin des lèvres, plus un petit cri du fond de la gorge, un peu comme le cri d'une mangouste. Ce fut ce petit cri de bête angoissée qui attira l'attention de l'Allemand sur une présence humaine à ses côtés. Il aperçut devant lui une sorte de gourou de Bénarès, tout nu, le visage et le corps couverts de sable, en proie à une assez effrayante succession de spasmes nerveux. L'homme se leva, avec dans son attitude une nuance de respect. Il avait dû sentir instinctivement, en voyant cette nudité, ces spasmes, cet œil hagard et cette barbe noire, qu'il était en présence de la sainteté. « Je m'excuse de vous... » Trois petits cris de mangouste, tics fulgurants, filant d'un bout à l'autre du visage comme un éclair, et dans un soudain moment d'improvisation, Con opta également pour un léger bégaiement. « De vous déranger. » Con vit avec soulagement que l'Allemand était suffisamment âgé pour avoir connu l'histoire. Des cheveux blancs, un visage sensible, un peu triste, pas du tout antipathique. Con aimait avoir en face de lui une nature sensible. D'abord parce que ça rendait mieux, et ensuite parce qu'il avait ainsi l'impression de régler en même temps des comptes avec lui-même. Nous sommes voisins. Je vis à côté dans une grotte. Lorsque j'ai appris que vous étiez arrivé... Il retint ses tics nerveux pour ne pas dépenser toutes ses munitions d'un seul coup. Vous vous souvenez peut-être de moi ? Je suis confus, mais... Permettez-moi de vous rappeler mon nom. Con. Moïse Con, fils de Leiba Con. Martin Grut, de Munich, enchanté. Vous ne vous souvenez plus, murmura Con. L'Allemand parut légèrement décontenancé. Il y avait de quoi, pensa Con. 12 000 kilomètres d'avion, le bout du monde. On croyait avoir laissé tout cela loin derrière soi. Je regrette, mais bien que ce nom me soit en effet familier, sur le récif de corail, l'océan se marrait si bruyamment que Con eut peur que son vieux complice ne vendît la mèche. Je me doutais bien que mon nom ne vous dirait plus rien, après tant d'années. Pourtant, Con, vous vous souvenez peut-être. Le journal d'Anne Frank et tout ça. Le ghetto de Varsovie, non ? Ça ne vous dit plus rien ? L'Holocauste. Une succession de tics nerveux, 3 petits cris de mangouste, un spasme convulsif de l'épaule et de la tête. Le popa allemand se tenait debout, les îles enchantées de Gonzalve sous le bras. Au-dessus d'eux, les flamboyants unissaient leurs fleurs rouges, et derrière les pandanus pointus, l'océan errait sur la plage, avec ses blancheurs tranquilles.
Quand j'ai appris que vous étiez arrivé, je me suis dit, Con, c'est le moment, tu dois te présenter, te mettre en règle. L'œil agrandi, fixe, frappé d'une terreur sans nom, pour que ce fût artistiquement parfait, parmi les orchidées enroulées autour des troncs, des hatties qui tournaient vers eux leurs têtes sages. Con pensa au professeur Teller, le père de la bombe à hydrogène, afin d'avoir la chair de poule. Mais il faisait trop chaud, et il dut se contenter d'un peu de bave aux lèvres. Lorsqu'il s'agissait d'art, Con était pour le réalisme. J'ai vécu de bananes pendant 25 ans, je me suis caché sous terre comme une taupe, mais pendant 25 ans, Con est parvenu à s'en tirer, à échapper aux nazis, alors que tous les siens, sa sœur, son père, sa mère, ses frères, tous, à Auschwitz. Il fut pris d'une sorte de danse de Saint-Guy. Auschwitz, 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 Auschwitz. Ses yeux étaient frappés d'une expression de terreur sans nom, dans laquelle l'Allemand n'eut aucune peine à remarquer 6 millions de cadavres juifs. Con entendait, parmi les fleurs, un roucoulement langoureux, les tourterelles. Tahiti manquait d'oiseaux, et Bizien avait importé ces bestioles voluptueuses, dont les tendres épanchements s'accordaient si bien avec la légende des amours édéniques. Le popa allemand était devenu mortellement pâle. Un peu à l'écart, le jardinier mouille les observait, le tuyau d'arrosage à la main. Il devinait qu'il se passait quelque chose de cochon et n'attendait qu'un signe pour intervenir. Mais Con se sentait en sécurité. Cet homme distingué n'avait sans doute jamais été un nazi. Il allait donc payer. Con improvisa un très joli spasme du genou, une nouveauté médicale. Vous me direz, et l'étoile jaune réglementaire? Mais je vous ferai remarquer qu'ici, nous sommes au paradis terrestre, et que je vis nu. Le règlement sur les juifs exige que l'étoile jaune soit portée sur les vêtements, non sur la peau. Vous allez peut-être me dire que le règlement a changé et que maintenant, les juifs doivent porter l'étoile jaune sur la peau, également, à cause du progrès. Et parce que Fermi, Einstein, Oppenheimer et Teller étaient tous juifs. Mais je ne savais pas, je vous jure. Je vous jure que je ne savais pas. Si cet enfant de pute, au visage bon et sensible, s'imaginait qu'il suffisait de payer son billet d'avion et de louer une belle villa pour échapper à la civilisation, il se fourrait les lois dans l'œil. C'est fini tout ça, dit l'Allemand, blanc comme un blanc, et d'une voix tremblante. Fini? Depuis longtemps. L'idée traversa l'esprit de Con que cet innocent allait refuser de payer, mais il se reprocha aussitôt de penser bassement. Je suis content que vous soyez venu, murmura-t-il. J'en avais assez d'attendre et d'avoir peur. Ça fait 25 ans que j'attends, qu'on vienne m'embarquer. Du fond de sa gorge montèrent quelques piaulements de bêtes terrorisées, de bêtes humaines, bien entendu. Il demeura immobile, les yeux écarquillés, la bouche tordue, puis secoua la tête, regarda autour de lui comme s'il venait de sortir de transe. « J'habite à côté, murmura-t-il. Nous sommes voisins. Si vous avez besoin de quelque chose, Con, Moïse Con, j'ai voulu vous souhaiter la bienvenue au paradis terrestre. » Il lui tourna le dos et s'éloigna comme un automate. Il rejoignit Méhéva sous les cocotiers et se rhabilla. « Alors, Gégène, combien qu'il a acheté ton tableau ?»« Nom de Dieu, dit Con. Il avait complètement oublié l'argent. C'était souvent ainsi lorsqu'il était en proie à une véritable inspiration. Et puis tant pis, se dit-il. Il était tout de même permis de travailler parfois uniquement par amour de l'art.